Bonjour chers internautes, bienvenue dans Sénégal Live. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir nos amis comoriens qui a une forte communauté quand même ici au Sénégal. Nous sommes avec Abdoul Alfan, chargé de la communauté de l'extérieur de la diaspora comorienne du Sénégal. Bonjour Abdoul Latouf. Bonjour madame. Bonjour aussi à Zaki Ben Saïd qui est le doyen de la communauté comorienne, président de la jeunesse pour l'alternance aux Comores. Bonjour doyen. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans Sénégal Live. Merci beaucoup. Merci. L'objet de cet entretien, ces derniers jours, vous avez fait des sorties montrant votre indignation sur la gestion politique dans votre pays. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe aux Comores. On va commencer par le doyen qui va peut-être nous relater un peu ce qui se passe aux Comores. Doyen. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pieuse à tous les morts qui sont tombés sous la dictature d'Azali Assoumani. Comme vous le savez, notre pays vit un de ces moments les plus néfastes de son histoire. Remercier aussi votre chaîne Sénégal Live pour le travail qualitatif que vous êtes en train d'abattre. Il est connu de tous que les journalistes travaillent dans des conditions extrêmement dures. Je voudrais pour cela vous encourager. Pour ce qui concerne la situation qui prévaut dans notre pays, je crois que il y a 2 jours de cela, s'est tenue ici à Dakar une conférence de presse animée par le mouvement Y en a marre, en collaboration effectivement avec d'autres organisations de la société civile, mais aussi avec la présence du vice-président du Conseil national de la transition aux Comores, en la personne de El Arif. Effectivement, la situation aux Comores ne laisse personne indifférente, étant entendu que la dictature dans laquelle les Comoriens vivent a conduit non seulement à des blessés, à des morts, à des emprisonnements, mais il se trouve que le pays est quasiment bloqué. Toutes les institutions sont à terre. Aucune institution ne permet à la nation comorienne de faire face à ces nombreux défis. Et cela, c'est par la faute d'une seule personne, Azali Assoumani, avec toute la classe des brigands qui l'accompagnent. Le peuple comorien aurait pu espérer qu'avec Azali, le pays allait faire un bond vers l'avant. Mais c'est tout le contraire. Que constate-t-on aujourd'hui? Azali, plutôt que de se comporter en chef d'État, Azali se comporte en chef de bande. Il envoie des voyous sous la couverture de l'armée et sont en train de dépouiller les citoyens comoriens et de leurs biens et de leurs droits. Puis encore, toutes les libertés sont bâillonnées. Et ce qui se passe aux Comores, le drame, c'est que lorsque vous marchez, vous n'êtes plus sûr si vous n'êtes pas suivi par quelqu'un. Ça veut dire que les vies humaines sont en danger. Personne n'est plus en sécurité. Voilà la raison pour laquelle il y a une forte mobilisation au niveau de la diaspora. Et la venue du vice-président du Conseil national de transition aux Comores,
ici à Dakar, cette venue arrive en son temps parce que il y a un message fort que nous voulons livrer non seulement au Sénégal, mais à travers le monde entier. Pour dire que les Comores, le peuple comorien, nous sommes en danger. Et qu'il faut, dans l'immédiat de l'immédiateté, qu'Azali dégage. Et cela, le Sénégal, dans son rôle de leadership en matière de l'enseignement, de l'éducation, le Sénégal, en tant que carrefour des grandes civilisations africaines, peut aider le peuple comorien pour se débarrasser du dictateur Azali. Merci Ben Saïd. Alors, Abdoul Latif, là on parle de dictature. Comment est-ce que Azali en est arrivé là? Merci beaucoup, Madame la journaliste, Madame Bossé. Tout d'abord, il faut tracer la trajectoire de M. Azali Assoumani, qu'il était, même il ne voulait pas qu'on le dise, hein, mais c'est un putschiste. Il a fait un putsch en 99 par coup d'État, bon, jusqu'en 2001, mais il a essayé quand même de nous dire que les îles Comores étaient dans l'instabilité totale, et il essaie quand même de rétablir la stabilité aux Comores. C'était en 2001, on a fait les accords de Fomboni, on s'était mis d'accord avec les 3 îles, parce que nous on est 4 îles, même si Mayotte est devenu département français, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui et les résolutions des Nations Unies, nous, citoyens comoriens, nous considérons que l'île comorienne de Mayotte reste toujours comorienne. Et Azali a pris le pouvoir en 1999 par un putsch. En 2001, on a fait les assises nationales et il s'était présenté candidat en 2002 aux élections présidentielles. Donc on le sait toujours, hein, parce que vous voyez, vous saviez tous hein, les procédures d'un putschiste, ce qu'il fait. Il a accédé au pouvoir en 2002 jusqu'en 2006. Bon, il a laissé le pouvoir à président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, actuellement en prison. Il a gouverné le pays, a présidé le pays de 2006 jusqu'en 2011. Et on a laissé le pouvoir en 2011 à un Moélien, la petite île, le président qui s'appelait Ikililo Vanini. Il a géré le pays de 2011 en 2016. Et c'est en ce moment qu'Azali est revenu au pouvoir. Malheureusement, ça ne devrait être pas lui qui devait être au pouvoir, mais par les problèmes africains, les tripatouillages des urnes et d'essayer quand même de rabaisser les élections, bon, il est devenu le président des Comores en 2016, comme notre doyen venait de le dire, que les Comoriens avaient beaucoup espéré pour Azali, et malheureusement, on nous retrouve aujourd'hui dans une dictature féroce, qu'Azali a tout changé, son costume, a tout changé son visage, mettant toutes les institutions à genoux et en gouvernant le pays seul. Donc on peut retrouver aujourd'hui que tous ces opposants politiques se trouvent actuellement en prison. Voilà, les médias ont été fermés, et personne ne parle au pays. Voilà ce qui se passe aux Comores et c'est ça ce que nous essayons quand même de contribuer à notre pays, de dénoncer cette dictature partout là où nous serons, que Azali c'est un dictateur et ce qu'il fait aux Comoriens, nous ne l'accepterons pas. Et voilà, Madame la journaliste. Est-ce que vous pouvez revenir sur les motifs? Bon, le président Sambi est arrêté, ça fait presque 14 mois. 14 mois. Il était en France. Et malheureusement, ça me touche au corps parce que si Azali aujourd'hui est le président des Comores, c'est grâce à Sambi. Hein. C'est grâce à Sambi qu'Azali est là aujourd'hui. Et malheureusement, de ce que Sambi il a fait, c'est ce qu'il paye aujourd'hui. Il le met en prison. Il met ses partisans de Sambi en prison. C'est dommage. Il y a un slogan ou bien un proverbe français disait que la politique n'a pas d'amis. Moi, jusqu'à présent, j'accepte pas ces termes. Quand même, nous Comoriens, nous sommes des musulmans. Quelqu'un qui vous a aidé à accéder à cette magistrature suprême, tu viens aujourd'hui le mettre en prison. Pour revenir, Sambi était en France. On le soupçonnait d'avoir détourné des derniers publics. Mais quand il était en France, il y avait un journaliste qui s'appelait Ortega Abdouhassan. Il avait eu la chance de lui poser quelques questions. Monsieur le Président, le 14 mai 2018, vous envisagez de retourner aux Comores. Vous n'avez pas peur de la justice? Il a dit, j'ai pas peur de la justice.
mais j'ai peur de l'injustice. Et c'est ça ce qu'ils subissent aujourd'hui. En rentrant aux Comores le 14 mai 2018, 3 jours après, on l'a mis en résidence surveillée. Pour un motif de quoi? Mais il est allé à la mosquée de vendredi, il a prié, et il y a les Comoriens qui l'aiment. On l'a fait chanter l'hymne national. En revenant dans son domicile de Ouadjou, on l'a signé en résidence surveillée. Depuis le 19 mai jusqu'au 19 août, on lui a fait sortir dans la résidence surveillée en essayant de s'entamer à une procédure pénale pour lui faire inculper dans l'affaire de la dite citoyenneté économique. On a fait inculper. Vous voyez un peu cette machination de justice. Rester en résidence surveillée depuis le 19 mai. Sortir en résidence surveillée le 19 août et on le met en détention provisoire le 20 août 2018. Mais moins de 24 heures, on lui change du système. Bon, jusqu'à là, le président Sambi est là, malgré les procédures que son avocat a pu engager pour sa libération, ou bien son libération provisoire, ça n'a pas été abouti. Il est sans procès, le dossier aussi est vide. Sans procès, et comme son avocat l'a dit, même je t'avais donné un document, son procès est vide, son dossier est vide. Hein, parce qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères qui l'avait dit à la France 24 que nous détenons des documents, des preuves concrètes que le président Sambi a volé des derniers publics. Et si vous voulez, on vous donnera ça à 3 heures après la conférence. Malheureusement, ça fait presque 6 mois. On n'a pas eu encore ces documents. Et Sambi, nous, chez nous au pays, nous avons des lois. Nous avons le code de procédure pénale qui est à son article 145, donne les prérogatives au juge d'instruction d'inculper une personne, dans un délai de 4 mois. C'est renouvelable 4 mois aussi, ça fait presque 8 mois. Au-delà de 8 mois, dans l'alinéa 2, le juge d'instruction n'a pas le droit de prolonger au-delà de 8 mois. Et on se trouve aujourd'hui que depuis le 19 mai 2019, le 20 avril 2019, le président Sambi devait être libéré ou bien être jugé. Mais jusqu'à présent, il est détenu toujours en prison parce que le juge a violé les principes de droit, le principe de non-rétroactivité de la loi en disant il y a une loi de 2014. Vous savez, c'est là où je devais insister. Il y a une loi de 2014 qui disait que toute personne présumée d'avoir volé ou détourné des deniers publics devait tout d'abord rembourser cette somme et qu'il puisse bénéficier d'une libération provisoire. Et vous voyez, le président Sambi était président des Comores de 2016, en 2011. Comment une loi de 2014 peut faire une rétroactivité de la loi pour subir une peine à Sambi dans un fait qui n'était pas à son mandat? Une loi de 2014 ne peut pas faire rétroactivité à Sambi. Sambi ne peut pas purger une peine par rapport à cette loi. Donc, je viens de dire que ce qui se passe à Sambi, c'est pas normal. Et le même cas se passe aussi par l'ancien gouverneur Salami. Il y a beaucoup de gens qui subissent cette injustice aux Comores. Voilà, madame la journaliste. Alors là, on passe au doyen. Doyen, d'après ce qu'il vient de dire, est-ce qu'on peut dire aux Comores qu'il y a une séparation des pouvoirs? Oh, c'est demander un mouton à 5 pattes, si je me permets l'expression. Dire qu'il y a une séparation du pouvoir aujourd'hui aux Comores, c'est rêver. Parce que ce qu'il vient de dire, on peut peut-être demander, est la justice dans tout ça? Eh bien, la justice comorienne aujourd'hui est caporalisée. Dans les pays démocratiques qui fonctionnent normalement, la démocratie, la justice est au service du peuple. Et la justice, le droit, la loi sont respectés. Ce n'est pas le cas aux Comores aujourd'hui. Pour illustrer cela, comment vous pouvez expliquer qu'un ancien chef d'État, dont le seul péché, c'est d'être populaire, c'est d'avoir été applaudi avec tant de frénésie par les Comoriens, et qui soit une raison pour procéder à son arrestation. Le simple fait que vous êtes populaire
Donc c'est un motif de votre arrestation. Et voilà ce qui est arrivé. Le dossier dont on parle n'est qu'un prétexte. Et Azali, lui, et les siens le savent pertinemment. La justice ne fonctionne pas. Voici des mois et des mois. Un ex-chef d'État qui a géré le pays, qui a rendu service aux populations comoriennes, qui était en France et qui, de sa propre et seule initiative, décide de rentrer dans son pays pour faire face à la justice de son pays. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on fait? Il part dans une mosquée à la prière. À la sortie, il est acclamé par des Comoriens et on procède à son arrestation. Et depuis lors, jamais il y a eu un procès. Quelle est cette justice? Il est sous résidence surveillée. Il est, sous résidence surveillée. On peut soulever les épaules, mais ce n'est pas une surveillance surveillée. Il est emprisonné. Il est emprisonné parce que, vous avez vu, les membres des Nations Unies ont été aux Comores pour aller à son encontre et s'informer de son état de santé. Mais ils n'ont pas pu le voir. Ils ont été refoulés purement et simplement. C'est-à-dire qu'il y a un déni de justice. Les droits de l'homme au Comores sont bafoués. Le dictateur Azali ne se voit qu'à travers son propre pouvoir. Donc la justice n'existe pas. La justice est rendue pas au nom du peuple, mais au nom du dictateur. Mais des assises et aussi un référendum ont été organisés. Qu'en est-il? Effectivement. Mais disons-nous la vérité. Ça fait partie des actes majeurs où on peut les déplorer. Tout ce que Azali pose comme acte aujourd'hui aux Comores est contre le peuple comorien. Le peuple aussi a répondu présent à ce référendum. De la mascarade. Que s'est-il passé au juste? Azali, dans sa dynamique de trahir le peuple comorien, a organisé des assises. Mais il ne les a pas organisées pour les intérêts des Comores. Il les a organisées contre le peuple comorien. Ensuite, pour pouvoir justifier la tenue du référendum. Or, qu'a-t-on assisté de ce référendum? Ce référendum n'a pas vu la participation massive de la population. Les Comoriens ne se sont pas rendus aux urnes. Qu'a-t-on assisté au juste? Il y a eu la proclamation des résultats. Mais comment vous pouvez expliquer que pendant que des urnes, les caisses, les bulletins de vote ne sont pas encore comptabilisés, on proclame des résultats? On dit le peuple comorien a voté oui. Comment le peuple comorien a voté oui alors que les populations ne sont pas rendues aux urnes? La vérité, et le dictateur le sait pertinemment, il sait qu'il est en train de se défouler sur le peuple comorien. Il le fait tout simplement pour la consommation de l'opinion internationale. Parce que lui, le peuple comorien, c'est le cadet de ses soucis. Je vous ai dit tantôt que Azali ne croit qu'à la force musculaire parce que s'il est au pouvoir, il n'est pas au pouvoir parce que le peuple comorien l'a souhaité ainsi. Il a confisqué. À chaque fois que le dictateur Azali appelle les Comoriens à se rendre aux urnes, c'est pour non seulement caricaturer la volonté populaire, mais c'est pour entraver aussi l'expression
de la volonté populaire. Donc, bientôt, il va organiser des législatives. Sauf que cette fois-ci, l'opposition significative comorienne a compris qu'il ne sert plus à rien d'aller participer à des élections organisées par la dictature. Jamais dans le monde, rarement, un dictateur ne peut pas organiser des élections pour les perdre. Donc, pour répondre en grosso modo à votre question, la séparation des pouvoirs aux Comores est une leurre. La justice est quasiment inexistante. Le procureur de la République est là pour servir et attendre le mot d'ordre du dictateur. Il en est ainsi de tous ceux qui incarnent les institutions. Les institutions ont été dépouillées de leur sens. Les institutions n'existent plus. C'est une clique de brigands qui ont capturé la démocratie aux Comores, qui ont confisqué le pouvoir et qui imposent leurs lois. Et cela se justifie. À chaque fois que le dictateur se rend dans l'île d'Anjouan, où est issu l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, c'est juste pour aller faire une démonstration de force. Simplement parce que c'est que les gens, l'opinion nationale et internationale, ne savent pas, c'est que Azali a autre chose à Anjouan, plus précisément à Mutsamudu. Et par pudeur, nous ne pouvons pas dévoiler ce qu'il en est exactement. Abdoulatif, si vous pouvez en rajouter, sinon, est-ce que la position géographique du Comore ne profite pas à Azali avec une population de 800 000 habitants? Merci Madame la journaliste. Je vais tout d'abord faire quelques précisions par rapport à la question que vous avez posée à notre doyen Zaki. Notre justice n'a pas vraiment son indépendance. Je vous ai donné l'exemple du président Sambi, de sa détention provisoire. Il y a aussi l'ancien gouverneur Salami, dont le délai de détention provisoire est 8 mois. Jusqu'à présent, il comptabilise 1 mois. Il y a aussi Idibana, il y a beaucoup de prisonniers qui croupissent la prison de Moroni. Notre justice, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce que je vais vous donner l'exemple d'un avocat qui est l'avocat de Sambi. Il était candidat aux élections présidentielles, mais avant tout, il est avocat. Mais il s'était présenté aux élections présidentielles. Et il est devenu en deuxième position. Normalement, c'est lui qui devait accéder à la magistrature suprême, à la présidentielle. Mais ce qu'Azali a fait, il a gagné dès le premier tour. Comment vous allez gagner dès le premier tour avec 12 candidats? C'est impossible. C'est impossible. Mais le candidat malheureux, Maître Mahmoudou, a dit que bon, Azali a eu ses élections sous la supervision de la justice. Mais le procureur général n'aime pas que Maître Mahmoudou dise ça. Mais il a dit que Maître Mahmoudou, c'est un avocat, il ne devait pas dire ça. Mais ils l'ont convoqué dans le conseil d'ordre des avocats. Comme quoi, il ne devait pas tenir ses propos. Mais ils ont oublié qu'avant qu'il est avocat, mais ces propos qu'il a tenus, il l'a tenu en tant que candidat malheureux. Donc il essaie par tous les moyens de faire barrage à Maître Mahmoudou de ne pas avancer et de lui faire sortir sa robe d'avocat. Donc sur la situation géographique des Comores, nous n'avons pas vraiment l'accès ou les moyens de lutter contre le système d'Azali. Parce que 800 000 habitants et la majeure partie des Comoriens vivent à l'extérieur. Et surtout les jeunes. Depuis 2016 qu'Azali a pris le pouvoir, nous avons constaté que les jeunes ont beaucoup déplacé dans le pays. Ils se sont réfugiés à Mayotte, en Libye, au Maroc, au Sénégal, pour espérer d'aller en France. Donc ceux qui sont au pays, bon, ils sont tous enfermés et ils n'osent même pas à dénoncer ce qui se passe aux Comores, parce que ceux qui dénoncent, ce sont les jeunes. Et quand les jeunes déplacent souvent, trop massif, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pour cela qu'à l'intérieur du pays, on n'arrive même pas à montrer de ce qu'Azali fait au peuple comorien.
Mais aussi la Constitution permet à Azali de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Est-ce que penserez-vous qu'il y arrivera? Bon, normalement, la Constitution lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2029, merci. Parce que cette Constitution est taillée par mesure. C'est lui-même qui a fait cette Constitution. Donc nous, normalement, on considère qu'Azali, le président Azali, devait quitter le pouvoir en mai 2021. C'est ça ce que moi je considère, et que le peuple comorien considère. De tout ce qu'il a fait, les assises, les référendums, les élections présidentielles, tout ça c'est des mascarades. Azali, on ne peut pas, cette constitution devait être validée en 2021. Et vous ne pouvez pas faire une constitution étayée à mesure et vous profitez aussi de cette constitution. C'est ce que je viens de vous dire. Je crois que ce qu'il faut préciser, il faut surtout faire observer que la dite constitution n'est que la photocopie de celle du Cap-Vert. Et cela est une injure, une insulte à l'intelligentsia comorienne. Parce que, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux Comores, nous avons des cadres, nous avons des juristes, nous avons des hommes et femmes capables de nous produire une constitution sans qu'il ait la main d'une étrangère. Mais malheureusement, Azali fait fi parce que justement, Azali a le mépris envers non seulement son peuple, mais tout ce qui est intellectuel. Azali n'aime pas les intellectuels. Tout simplement, c'est par complexe, parce que nous connaissons son parcours scolaire. Azali n'aime pas les intellectuels, la preuve, il a méprisé toute la diaspora comorienne en France, jusqu'à vouloir les échanger contre le pognon de la France. C'était mépris. Cet homme-là est l'incarnation de l'homme de l'échec, des plus retentissants et terrifiants dans la gouvernance de son pays. Jamais dans le monde, on a vécu une telle dictature. Mais un pays aussi qui est à majorité musulmane, on peut dire presque 100% musulmane, quelle est l'implication des guides religieux? Alors, ça me permet justement de faire une petite comparaison entre le Sénégal et les Comores. Ici au Sénégal, vous avez la chance d'avoir des confréries religieuses qui jouent un rôle déterminant. Les chefs religieux, les guides religieux s'impliquent lorsqu'il y a une crise. Nous avons vu récemment comment des guides religieux, le leader du mouridisme, Serigne Mourtada, comment il a réussi l'exploit là où la classe politique a échoué. Comment Cheikh Mourtada a réussi à concilier, à réconcilier des positions jusque-là difficiles à concilier, à ramener un chef d'État en exercice et un autre sortant, Maître Abdoulaye Wade. Et ça, au Comores, malheureusement, nous n'avons pas cette possibilité. Nous n'avons pas cette possibilité parce que les chefs religieux sont tout simplement caporalisés. Ils se laissent corrompre. Le moufti, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait pu intervenir, rappeler un peu le dictateur à l'ordre, celui-là a démissionné. Et là où le dictateur se rend, il est à ses côtés, il est dans sa valise. Donc, il a démissionné. Ce n'est pas le cas au Sénégal. Voilà notre drame.
Notre drame, c'est que les chefs religieux ont quasiment démissionné. Or, l'ancien président comorien, qui croupit actuellement en prison, est aussi un chef religieux. Par-delà son titre pour avoir été président de la République, mais c'est aussi un guide religieux. C'est un chef religieux. Mais ça a suscité des jalousies. Il y a une compétition parce que celui-là, le dictateur, se fait passer pour un guide religieux, un imam qui, en fin de compte, n'y croit en rien. Azali, aujourd'hui, se comporte comme un imam. Il se rend dans les mosquées, et quand il arrive dans les mosquées, les croyants désertent. Normalement, s'il avait un minimum de bon sens, il aurait pu s'arrêter et faire sa propre introspection. Mais ce n'est pas le cas. Et il s'apprête aujourd'hui, et vous le verrez le mois de décembre, sera organisée à Paris la plus grande escroquerie du siècle. Azali s'apprête à réunir les bailleurs. Mais la vérité, ce n'est pas pour le bien des Comores. Aucun investisseur sérieux ne peut venir investir aujourd'hui aux Comores. Il n'y a que des multinationales qui ne respectent que les règles de la mafia qui vont venir. Parce que je fais observer qu'il y a le projet pétrolier aux Comores. Ce projet pétrolier, le peuple comorien est laissé en marche dans le processus, dans l'exploration, dans l'exploitation et dans la gestion des recettes pétrolières. C'est comme si le problème du Comore n'est pas que politique. Mais c'est au-delà. Le problème comorien, ce n'est pas seulement politique. Lorsqu'il y a un problème politique dans un pays, en vérité, les soubassements, c'est en général des problèmes économiques. C'est l'économie. En politique, les hommes politiques peuvent raconter leur vie, ils peuvent dire des contre-vérités, mais l'économie ne ment pas. L'économie ne ment pas, et aujourd'hui, l'économie comorienne est mal en point. Les Comoriens souffrent dans leur chair. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler la Banque mondiale. Nous avons vu un rapport de la Banque mondiale qui a tressé des lauriers à la tête d'Azali. Et pourtant, au Comore, on a du pétrole. Bien entendu. C'est ce qui aiguise les appétits. Les multinationales sont en train de se bousculer à la porte des Comores. Le problème est profond. C'est ce qui fait que le dictateur Azali n'entend pas quitter le pouvoir. Parce que déjà, lui et sa clique, ils ont encaissé du pognon. Il leur est très difficile de quitter le pouvoir. Parce que les multinationales ne viennent pas pour badiner, pour jouer. Ils ne badinent pas avec leur argent. Donc, Azali a signé des contrats. Il s'est engagé auprès des puissances. Nous avons vu aujourd'hui la présence de l'Arabie Saoudite, des militaires saoudiens. Mais c'est lui qui s'acoquine avec l'Arabie Saoudite, au point de confier des postes stratégiques dans l'armée, dans sa garde présidentielle. Ça dénote la psychologie de la personne. Azali donc compte torturer le peuple comorien. C'est la raison pour laquelle nous comptons beaucoup, d'abord, sur l'opinion internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, mais surtout le Sénégal. Parce que le Sénégal, comme vous le savez, fait partie des premiers pays ayant ouvert une représentation diplomatique dans notre pays.
Alors, Abdoul Latif, vous avez tantôt limité le mandat du président Azali en 2021. Qui, selon vous, pourra assurer la transition? Je pense que la transition, je ne peux pas décider qui que ce soit qui va assurer la transition. En tout cas, il y a les politiques qui sont là. Il y a même le vice-président de la CNT, Conseil national de transition. C'est à eux de décider de ce qui... Est-ce que c'est le président du Conseil national de transition? Est-ce que c'est le vice-président? Est-ce que c'est le représentant? En tout cas, je ne sais pas, mais c'est à eux de décider mais qui va assurer la transition. Voilà par rapport à la transition. Mais nous, on considère, nous citoyens comoriens, qu'Azali devait quitter le pouvoir en 2021. Mais normalement, si c'est en 2021, il n'y aura pas de transition. Si c'est en 2021, là, il respecte la constitution de 2001. Parce que notre pays, les Comores, nous en avons une présidence tournante qui est commencée depuis 2002. C'est la première île, Ngazidja, mon île natale, a fait son mandat de 2002 en 2006. On a laissé le mandat à une autre île qui est en juin, de 2006 en 2009. Mais la nouvelle constitution l'amène en 2029. Ben, la constitution l'amène en 2019 parce que c'est lui-même qui a initié cette constitution. Et aussi un référendum pour ça. Voilà. Mais je ne pense pas que les Comoriens, surtout l'île d'Anjouan, peuvent accepter Azali de continuer. Vous avez tantôt parlé des îles. On va parler de l'île de Mayotte. Comment est-ce que la France s'impose sur cette île-là? La France s'impose sur cette île. Après l'indépendance, il y avait organisé des référendums. Comme quoi, ce référendum va commencer île par île. Alors que ce n'était pas comme ça. Parce que avant, les Comores étaient colonisés par la France. Mais quand on a pris l'indépendance, normalement, les 4 îles devaient retrouver son indépendance. Mais qu'est-ce que la France a fait? Il a organisé un référendum île par île. Mais la majorité des 3 îles ont gagné le référendum, sauf Mayotte. Mais il y a ceux qui ont dit non. Mais la France a voulu occuper Mayotte par ses intérêts. Donc c'est ce qui a causé que jusqu'à présent, malgré ce référendum, qui devait être à l'ensemble du territoire comorien, mais il a joué le malin, la France a joué le malin de passer ce référendum île par île. Et la majorité des grands Comoriens ont voté. Pourquoi cet intérêt à la France sur l'île? Bon, je ne sais pas exactement ses intérêts en tout cas. Peut-être que je vais laisser au doyen de... L'intérêt de la France sur l'île? Il faut d'abord préciser rappeler en raccourci que la France, avant d'occuper Mayotte, a été à Madagascar. Plus particulièrement à Diego Suarez. La France a été chassée à Diego Suarez. La France avait donc besoin d'une autre base. C'est ainsi que son choix a été porté sur l'île de Mayotte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'océan Indien, les Américains occupent Diego Garcia. C'est des îles qui se trouvent au niveau de l'océan Indien. Et c'est une base navale américaine qui a d'ailleurs servi lors de la guerre en Irak. Donc la France s'est dit, Mayotte peut être occupée par elle. Et c'est ainsi que la France s'est imposée parce que un référendum a été organisé pour l'accession de l'indépendance des Comores. Mais qu'a-t-on vu? Comment vous organisez un référendum dans un pays et vous procédez à un amorcellement des îles. Vous organisez le référendum île par île, alors qu'il n'y a pas 2 ou 3 Comores, il n'y a qu'un seul. Et les Comores sont constitués par 4 îles. Mayotte, Anjouan, Mouili et la Grande Comore. C'est récemment ce qu'ils appellent le visa Balladur, et c'est là en violation
flagrante des lois au niveau des Nations Unies. Au niveau des organisations, de l'Organisation des Nations Unies, plus de 20 résolutions ont été votées contre l'occupation française à Mayotte. Mais puisque la France est membre de la sécurité, du Conseil de sécurité, personne ne parle. Il n'y a que des condamnations de principe. Et d'ailleurs, les Nations Unies nous ont habitués à ces condamnations de principe. Mais il n'y a pas une résolution ferme. La France n'attend pas à quitter Mayotte. Et ça, avec la complicité aujourd'hui du dictateur Azali. Parce que Azali, sa chute est inéluctable. Mais ce sont les Comoriens qui vont subir, pâtir les conséquences de sa gestion. À Mayotte aujourd'hui, les gens ne vivent pas comme il faut. La population mahoraise vit dans la misère. Il y a des problèmes partout. Ce qui se passe aujourd'hui aux Comores, du point de vue de l'éducation, Azali a bardé tout aux Comores. L'éducation a été bardée. L'enseignement supérieur, la justice, tout a été bardé par Azali. C'est la raison pour laquelle nous espérons que notre appel, la manifestation du jeudi prochain, sera entendue non seulement par les autorités compétentes du Sénégal, par l'Afrique, mais par le monde entier. Parce que le peuple comorien martyr n'en peut plus. Oui, je pense que le combat que nous menons aura des effets. Mais souvent, j'entends des gens, ou bien des hommes politiques disaient que la communauté internationale est là, ils observent de ce qui se passe aux Comores, mais ils attendaient d'abord un soulèvement populaire. Comment la communauté internationale attendait un soulèvement populaire interne, alors que ceux qui sont à l'intérieur du pays ont été tous mis à l'écart? Mais ils allaient tout d'abord voir de ce qui se passe en France, à Marseille, à Paris, à Lyon, à Nice, à La Réunion, à Dakar. Et suivez cet exemple. Parce que ceux qui sont aux Comores, ils sont tous enfermés. Personne n'a droit de parler. Eh bien, ce combat, nous sommes optimistes que tôt ou tard, nous allons gagner ce combat par ce système de médiatisation, de dénoncer cette dictature qu'Azali subisse au peuple comorien. Et j'espère que bientôt, Inch'Allah, on va gagner ce combat. Pour en finir, nous voudrions nous solidariser des fonctionnaires comoriens. En ce moment précis où nous tenons cette interview, les fonctionnaires comoriens accusent 4 mois d'impayés de leur salaire. C'est inadmissible pour des parents, pour des familles, pour des responsables. Les enseignants qui assurent l'éducation de la jeunesse, des élèves, qui préparent l'avenir des Comores. À l'heure où nous parlons, si vous demandez un seul enseignant aux Comores, dans quelles conditions ils vivent, mais c'est déplorable. Et pendant ce temps-là, des politicards se permettent, avec des salaires faramineux, le dictateur Azali touche plus de 30 000 euros. 34 000 euros, merci. Mais l'enseignant comorien, 100 000 francs CFA. Qu'est-ce que 100 000 francs français et CFA peut faire pour un père de famille?
c'est de l'injustice, ce qui se passe aux Comores. J'aurais pu les remercier toutes, mais je crois que un mouvement comme Y en a marre, le contraire m'étonnerait. Parce que le mouvement M23, nous avons vu comment ce mouvement s'est déployé ici au Sénégal. Le rôle déterminant que la société civile sénégalaise a joué pour faire renoncer à l'ex-président Maître Abdoulaye Wade à son projet. Si aujourd'hui, le combat que mène le peuple comorien pour éjecter le dictateur et sa clique de brigands du pouvoir, si aujourd'hui le mouvement Y en a marre est à nos côtés, je crois que c'est très 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 important et bénéfique, et je crois que le turbo est en marche. Bon, c'est parce que nous nous retrouvons devant le mouvement Y en a marre, comme on l'avait dit, France dégage, et nous espérons qu'avec ces mouvements, quand même, la communauté internationale, plus précisément le président Macky Sall, le président du Sénégal, peuvent accepter le cri d'alarme du peuple comorien à travers Y en a marre et France dégage. Mais j'ai voulu contribuer par rapport à ce que notre doyen vient de dire, que le président Azali touche 34 millions d'euros à une valeur de 17 millions francs comoriens. 17 millions francs comoriens, c'est 34 000 euros. Vous voyez? Alors qu'un citoyen comorien qui se lève le matin n'arrive même pas à avoir 2 euros pour manger. En arrivant au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait licencier tous les jeunes diplômés qui étaient à la fonction publique. À peu près de 150 à 2000 fonctionnaires. Mais vous voyez, le salaire du président était de 15 millions. Il l'a fait rajouter à 17 millions. Les salaires des ministres étaient de 750 000 francs comoriens. Mais il les a fait monter à 1 million, en laissant le peuple en train de souffrir. Il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de l'éducation. Vous voyez, nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs, ils prennent leur avion, ils prennent les avions vers Madagascar, Dubaï, Dar es Salaam pour se soigner. Alors que l'ancien président, actuellement en prison Sambi, avait construit un hôpital dans son île natale en juin, un hôpital de référence qui est l'hôpital de Baba Mtsanga. C'est un hôpital de référence. Mais Azali a fait que, bon, on laisse tout ça et le peuple est en train de souffrir. La suite de ce marche, c'est de montrer, comme je vous l'avais dit, au peuple sénégalais, à la communauté internationale, que ce qui se passe aux Comores, nous étudiants comoriens du Sénégal, pas la majorité des étudiants en tout cas, pas l'association, mais la diaspora comorienne du Sénégal, ne cautionne pas de ce qui se passe aux Comores. C'est un combat de longue haleine, ça ne va pas se finir bientôt. Ça peut prendre même 1 à 2 ans, mais nous espérons toujours. Et je viens de profiter de cette occasion de demander au président Macky Sall, son Excellence le président Macky Sall, d'être derrière le peuple comorien. Je ne peux pas dire que le président Macky Sall n'aime pas le peuple sénégalais. Il l'aime tant vraiment. Et j'aimerais, par rapport aux relations diplomatiques entre les Comores et le Sénégal, depuis 1977, que le président Macky Sall être derrière le peuple comorien et soutenir le peuple comorien. Parce que, madame la journaliste, si vous voyez quelqu'un qui passe de l'autre côté, ses mains ont du sang. Et on te dit que ce monsieur a tué des gens, et l'exemple qu'il a tué des gens, vous voyez ses mains, il y a du sang. Ses mains est mouillées du sang. Est-ce que vous allez recevoir ce monsieur dans cette chaîne? Vous n'allez pas le recevoir. Donc c'est le cas du président Azali. C'est le message que je devais passer au président Macky Sall de ne plus recevoir Azali dans ce pays et d'être derrière le peuple comorien qui souffre jusqu'aujourd'hui. Mon dernier mot serait de dire qu'il y a parfois une relation entre un violeur et la femme violée.
Et c'est bizarre parce que ce qui se passe aux Comores, on ne peut pas dédouaner totalement la responsabilité du peuple comorien. Mais il arrive que la femme violée éprouve un certain sentiment envers son violeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux Comores. Mais je crois que, tôt ou tard, l'histoire du dictateur Azali ne sera qu'un mauvais souvenir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous étions avec Abdoulatouf Alfan, qui est le chargé de la communication de l'extérieur de la diaspora comorienne du Sénégal. Et nous étions aussi avec doyen Zaki Ben Saïd, doyen de la communauté comorienne, président de la jeunesse pour l'alternance aux Comores. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans Sénégal Live. Nous vous remercions vraiment pour ça. Et merci à vous aussi, chers internautes. Et à la prochaine. Merci beaucoup.